Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères, de femmes, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mères, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations. Des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Layla que je reçois à mon micro. Layla est maman solo d'un garçon de 9 ans et hypnothérapeute. Elle vient vous parler de son cheminement personnel qui l'a amenée à devenir hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des enfants et adolescents. Elle vous dévoile dans cet épisode cette thérapie par l'hypnose qu'elle propose aux enfants à travers un accompagnement ludique qui, j'en suis sûre, vous parlera. Je vous laisse sans plus tarder avec Layla. Bonjour Layla. Bonjour Marion. Je suis ravie, de t'avoir, à mon micro. C'est une belle découverte en tout cas que j'ai eue lorsque tu m'as, envoyé, ce message sur, Instagram et que j'ai découvert ton univers, tes différentes, prestations aussi que j'ai pu voir, dans d'autres médias, sur lesquels tu as pu intervenir à travers, l'accompagnement que tu proposes et donc qui va être en tout cas, le sujet principal, de cet, épisode qui est, l'accompagnement par l'hypnose puisque tu es, hypnothérapeute et on aura l'occasion en tout cas, d'en discuter ici. Et c'est vrai en tout cas que j'ai vraiment accueilli très positivement cette demande de ta part puisque c'est un sujet qui me touche, qui me parle et qui, je pense, doit être porté pour qu'on puisse aussi en savoir davantage sur ce qu'est l'hypnose et un peu, si je puis dire, détriquer et décortiquer ce qu'est cet accompagnement et cette thérapie parce que on la voit trop mal, à mon avis, à travers, ce qu'on peut percevoir de la télévision et voilà, je pense que j'ai déjà, en tout cas, bien, mis, les bases de cet échange qui va nous nourrir, pendant, je pense, une bonne heure. Alors peut-être sans plus tarder, Laïla, je vais te laisser te présenter professionnellement et puis, plus personnellement aussi, peut-être que tu pourras présenter brièvement aussi, le cadre de ta petite famille. Bah, écoute, merci avec grand plaisir et merci à toi aussi de m'inviter au micro de Mamelle, qui est un podcast que j'ai découvert il y a déjà plusieurs mois maintenant. Et c'est vrai que voilà, quand je t'ai fait un petit signe, j'étais vraiment ravie que tu y répondes positivement. Donc vraiment, je suis très très contente d'être là avec toi. Merci. Donc oui, je suis hypnothérapeute depuis quelque temps maintenant, spécialisée dans l'accompagnement des enfants et de leurs parents, et aussi en périnatalité. Et donc, ça veut dire que j'accompagne les femmes ou les couples aussi de l'envie de concevoir un enfant enfin voilà, à la préparation à l'accouchement, jusqu'au postpartum, et même après, dans leur envie voilà, de natalité. Mmh. Alors pour comprendre aussi un petit peu ce qui t'a amené, vers cette profession, en tout cas qui t'anime aujourd'hui, j'aimerais faire une parenthèse sur, toi, ta propre maternité, ta propre naissance, de maman. Comment tu l'as vécue et peut-être quels ont été les défis, auxquels tu as été confrontée et ta vision aussi de ces accompagnements, qu'on peut dire, holistiques, ou thérapie alternative?
Oui, alors là, c'est vrai que, alors moi, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans, enfin d'un petit garçon, d'un grand garçon de 9 ans. Oui, ça y est. Bah, ouais, il est grand maintenant. Ouais. Donc je suis maman solo, et c'est vrai que ma maternité, elle a été assez rock'n'roll, enfin ma maternité, ma grossesse, on va dire. Ouais. En fait, quand j'étais avec le papa de mon fils, je suis tombée enceinte assez tôt, en fait, dans notre relation. Et en fait, on a tous les deux accueilli cette grossesse avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie, etc. Mais on est passé d'un couple très fusionnel, très passionné, comme peuvent l'être les premiers mois d'une relation, à d'un seul coup une vie bah, il faut emménager, il faut préparer la chambre Mmh. de bébé, il faut se préparer à la grossesse. Et donc, j'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir en fait ma grossesse, de me projeter dedans. C'est venu assez rapidement. Et Ouais. c'est vrai que les années étant passées, maintenant j'ai un peu le sentiment, pas d'être passée à côté de ma grossesse, mais de pas, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup porté d'ailleurs avec une certaine culpabilité, mais de pas être vraiment dans la grossesse en fait. Et Ouais. c'est vrai que c'était une période un peu spéciale, surtout qu'après mon couple a commencé à battre un petit peu de l'aile, c'était compliqué, je pense que si on avait, enfin, on était dans une relation un peu compliquée avec le papa de mon fils. Et même si on s'est séparés bien après, enfin un an ou deux après, parce qu'il y a eu plusieurs allers-retours, hein, dans les relations quand elles sont un peu Beh, oui. compliquées comme ça, Mmh. on a Ouais. parfois du mal à se quitter. On a beau s'aimer, parfois l'amour n'est Oui. pas toujours suffisant. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'était une grossesse un petit peu spéciale, où j'ai un peu l'impression de ne pas avoir vécu la grossesse. Donc ouais, c'était assez speed en fait. En plus, j'étais tout le temps malade, tout le temps malade. J'ai eu les 5 premiers mois de ma grossesse où vraiment je mangeais pas, j'étais pas bien Donc des maux physiquement. de grossesse, vraiment? Oui, tu sais, vraiment Ouais, les nausées de grossesse, en fait, c'est ça. Mmh. bah, c'était vraiment très, très compliqué pour moi. Et puis comme je pense aussi dans une certaine instabilité, ça n'a pas aidé, hein. Je pense que peut-être que je Bien sûr. somatisais aussi beaucoup de choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors et justement, est-ce que, en tout cas, à ce moment-là, tu avais cette vision peut-être, un peu plus large des thérapies qui auraient pu t'aider? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des thérapies qui peuvent justement aider, pour traverser ces maux de grossesse ou pas du tout? Non, en fait, j'étais tellement, en train de en fait, j'étais vraiment focus à l'époque sur mon couple et Ouais, sur c'est sa ça. fragilité, Mmh. et le fait de me dire, «Faut que mon couple aille bien pour que la famille aille bien». Et c'est que en fait, post-accouchement, quand je me suis retrouvée avec mon fils, où je me suis dit: «Non, mais en fait, il faut d'abord que moi j'aille bien, Et oui, bien sûr. que le reste aille Mmh. bien», en fait. Mmh. Et c'est ensuite, en fait, que j'y suis venue aux thérapies. Quand bien même c'est des sujets qui m'ont toujours beaucoup intéressée, à ce moment-là, je pense que j'étais pas focus sur moi, en fait. J'étais focus, sur mon fils, sur le couple qu'il fallait, sauver, sur le travail. Mais moi, à cette époque-là, je m'étais complètement, mise de côté, je crois. Oui, c'est ça. Alors la naissance justement, de ton entreprise et peut-être toi aussi, comment tu es venue à te former à l'hypnose? Alors, l'hyp l'hypnose, et les thérapies brèves en général, ce sont toujours des sujets qui m'ont intéressée. Et à l'époque, je savais même pas qu'on appelait ça, thérapie brève. Je connaissais l'hypnose, tu vois? Mais pas tout le champ qu'il y avait derrière les médecines douces, Oui. les médecines qu'on appelle alternatives aujourd'hui. Et hem et si tu veux, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu alors quand j'étais gamine, je voulais Ouais. être médecin. Donc D'accord. j'étais vraiment, je pense que j'avais déjà quelque chose dans l'accompagnement, je voulais aider, je voulais soigner. Et Ouais. donc c'est le cursus que j'ai pris, naturellement.
quand j'ai fait des études, en fait, quand il a fallu faire un choix, une orientation, comme on appelle ça, une orientation scolaire. Ouais. Bon, j'ai raté mes études de médecine, hein, comme beaucoup Mmh. d'étudiants, Oui, heu, ouais. Mais mais c'est j'avais souvent un toujours tremplin pour autre chose, hein. ouais, exactement. Mais du coup, ça a été un tremplin, c'était assez drôle parce que ça a été un tremplin pour beaucoup de choses, quoi. Parce que quand j'ai quitté médecine, j'ai fait tous les petits jobs qui existent quand tu sors de la fac sans diplôme, qui te permet de Ouais. travailler. Et c'était assez intéressant d'un point de vue carrière d'ailleurs, tous les parcours Mmh. que j'ai fait. Souvent, alors ça parlera aux gens qui sont nés dans les années 80, mais c'est vrai que Ouais. à une époque, je me comparais un peu au mec dans la série là, Jarod le caméléon, tu sais, qui avait toujours à chaque épisode, il avait un métier différent. Ça a changé de oui, ouais. Donc Changement c'est d'habit, changement de couleur, changement de corporation. Oui, non, mais c'est ça. ça. C'est ça, jusqu'à ce qu'ensuite je trouve ma voie, mais c'est vrai que Bien sûr. pendant des années un peu comme ça, j'ai tâtonné. Mais Ensuite, j'ai c'est fait une riche. carrière, C'est riche ouais. d'expérience, ouais. Mmh. C'est extrêmement riche et ça m'a révélé, alors on dérive un petit peu là, mais je refermerai la parenthèse, ça m'a révélé en fait aussi une capacité que j'avais. Moi, j'ai toujours cru que j'étais pas capable de faire grand-chose et en fait, au travers de Mmh. ces expériences où j'ai rebondi, je me Ouais. suis rendu compte que j'avais enfin, ça m'a permis d'apprendre sur moi-même, quoi. Donc c'était aussi assez intéressant. Finalement, on a l'impression d'échouer, mais en fait, on gagne ailleurs. Bien C'est sûr, bien sûr. un petit peu ça le message. Et donc j'avais toujours eu un peu cet intérêt et pour le fonctionnement du corps humain, de l'esprit humain et l'accompagnement. Et en même temps, je crois qu'il y a peut-être un peu de transmission de ma mère aussi et un de mes oncles que j'aimais beaucoup euh, qui me parlait beaucoup, tu sais, d'histoires sur les moines bouddhistes, sur la méditation, Ah! sur le Ouais, soufisme. ouais. À la maison, on avait toujours plein de bouquins, je me rappelle, sur la télépathie, la télékinésie. Et donc c'est vrai que je trouvais ça passionnant et à côté aussi, donc j'étais aussi passionnée par les sciences, hein. Et un jour, j'ai retrouvé un petit peu tout ça. Enfin, voilà, j'ai retrouvé un petit peu, un lien en fait entre ces différents sujets qui m'intéressaient, je pense au travers des médecines douces. Et donc, même si j'ai pas du coup poursuivi mes études de médecine, j'avais toujours un intérêt en fait parce que je me souviens que quand ma mère me racontait des histoires sur je me rappelle, elle m'avait raconté une histoire qui m'avait beaucoup marqué parce que j'étais ado à l'époque, sur un moine. Donc c'était un livre qu'elle avait lu et c'était un moine bouddhiste qui avait été emprisonné, enfin voilà, dans une prison, etc. Et elle me racontait, ce qu'elle cherchait à me mettre en avant, c'était vraiment la capacité de l'esprit, tu vois, à se détacher de certaines situations finalement et Ouais, à faire ouais, abstraction, tu vois, de souffrances physiques, de souffrances quelles qu'elles soient, pour vraiment. Et ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais c'est extrêmement fort de pouvoir comme ça méditer au point tu vois, s'extraire finalement de sa condition physique pour passer des moments compliqués. Alors, je m'étais certainement pas dit ça ouais, de cette manière-là quand j'avais 14 ans, ouais, mais ouais, ouais. ça m'avait marqué. Comme une graine qui avait déjà été, plantée en toi. C'est Ouais, fort quand même de la part de ta mère, ouais. ouais, ouais, mais je pense qu'elle l'a fait de manière, je sais pas de Ouais, quelle manière elle l'a fait, mais en tout cas, ouais, enfin, tu vois, comme quoi tout ce qui se passe dans notre vie quand bien on se sûr. construit, ça a un impact aussi bien sur Ouais, le plan c'est cognitif. ouais, ouais, c'est pas anodin. Du tout, du tout. Et donc, donc même si j'avais pas fini médecine, j'étais ensuite rentrée dans un cursus plus classique dans le monde de l'entreprise, etc. Plutôt une bonne carrière, mais j'avais toujours en lecture des livres, des revues sur les capacités insoupçonnées du cerveau, ses capacités connues, inconnues, les avancées aussi dans le domaine des sciences cognitives, qui commençaient, tu vois, à avoir un champ d'application qui pouvait toucher le grand public. Le lien aussi que je faisais avec tout ce qui était développement personnel, que je regardais parce que n'ayant pas de diplôme, j'ai longtemps souffert de syndrome de l'imposteur, donc je cherchais à combler avec tout ce qui était développement personnel. Et tu vois, tout ça, c'était des petites briques. En fait, c'était un peu comme une toile en fait qui était en train de se tisser sans que je m'en rende compte.
Et un jour, tu as un peu tous les points qui se sont rejoints et qui ont donné donc naissance à Hypnomind Therapy. Mais c'est vrai que alors l'hypnose, je l'avais aussi expérimenté, Ouais, à titre personnel, hein, ouais. à 2 reprises, sur un premier sujet qui était les phobies. Ah! J'avais une Ouais, phobie, des abeilles, des guêpes ouais, et ça a été juste, assez incroyable parce que j'étais incapable de m'asseoir à une terrasse en plein été ou ouais. au printemps, tu vois? À partir du moment où ça Mmh. commençait à voler et ça a très, très bien fonctionné et ensuite je l'ai arrêté aussi enfin je l'ai utilisé pour, l'arrêt de la cigarette Ah oui, et c'est vrai. Mmh. l'arrêt de la cigarette, ça a été aussi, tu vois, il y a eu quand même eu un truc parce que alors l'hypnose est très connue pour, tout ce qui est arrêt d'addiction, notamment arrêt du tabac, surtout en France. En général, quand on pense à hypnose ou à hypnothérapeute, c'est souvent sur ces sujets-là. C'est vrai. Mais quand j'y suis allée, moi je suis allée en me disant: «Ça va stopper un automatisme que j'ai» et c'est là où c'est intéressant quand tu tombes sur des thérapeutes, qui sont vraiment bien formés, c'est que en fait, je fumais pas tant pour la cigarette ou par rapport à l'automatisme, c'est que j'ai découvert en fait au travers de cette séance-là d'hypnose, qui était à la base pour arrêter de fumer, que la cigarette, elle gérait quelque chose d'autre en fait. Elle gérait un Mmh. état, négatif, une émotion négative que je m'étais Ouais. moi-même pas avouée, tu vois? Et, Mmh. hem et ça m'avait vraiment marqué parce que je me souviens l'hypnothérapeute, tombe sur un sujet, on tombe sur un truc et je lui dis: «Ouais, mais ça, c'est pas à cause de ça que je fume, quoi». Ouais. Et là je me souviens parce qu'après j'en ai reparlé avec lui, il me dit: «Non, non, mais on va quand même travailler sur ça». Et donc on travaille sur ce truc-là et moi-même pendant la séance, je me dis: «Mais, je vois pas, je suis pas venue pour ça, quoi. Je suis pas venue pour travailler sur» c'était sur le deuil de mes études de médecine, tu vois? Heu Ah! et je me dis: «Mais c'est pas ça n'a rien à voir, quoi». Il est un peu à côté de la plaque, le mec. Et en fait, pourtant, effectivement, quand je suis sortie de là donc j'avais fait une première séance avec lui, ça avait calmé mes automatismes, tu vois? Les automatismes, tu vois, que tu fumes le matin ou après le déjeuner, ce genre de choses. Mais il y avait un truc, tu vois, où j'étais pas bien, j'étais hyper malheureuse, hyper énervée après ça et je l'ai rappelé. Il m'a dit: «Bah, passez» et on a travaillé sur ça et effectivement, c'est après cette séance-là où j'ai plus jamais repensé à une cigarette, quoi. Mais même plus Ça a été l'envie, libérateur. même Incroyable. avec des fumeurs, tu vois? Je peux être à table Ouais. avec des fumeurs, et en fait, c'est pour moi, c'est comme si j'avais jamais vraiment fumé et je me suis dit: «C'est dingue, en fait, il est tombé sur quelque chose, enfin, on est tombé sur quelque chose Ouais. que je n'aurais jamais dit, c'est à cause de ça». Enfin, c'est ça le déclencheur. Donc il y a des choses derrière qui se voilà, j'ouvre encore une fois une parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. On Ouais. pense qu'on est pas bien sur quelque chose, mais en fait, l'inconscient, lui, il gère autre chose à travers de ça, donc Mmh. C'est fort, mais de toute façon, je pense qu'il y a rien de mieux que l'exemple pour comprendre ouais. aussi, l'impact, de ces thérapies. Exactement, exactement et donc c'est vrai que voilà, donc l'hypnose, du coup, je me suis dit: «Mais voilà, il faut que j'aille plus loin sur ce sujet-là» et donc pour moi, ça a été une enfin, il y avait une évidence, en fait, de suivre, ce chemin-là et donc dans Hypnomind Therapy, c'est surtout un accompagnement donc comme je te l'ai dit en introduction, Ouais. effectivement et tu le sais parce que tu as vu Ouais. mon compte qui est ciblé effectivement sur l'accompagnement des plus jeunes et Ouais. aussi des mères Mmh. et encore une fois, c'est vrai que c'est mon expérience qui a fait que j'ai voulu m'orienter là-dessus parce que, bah, en tant que mère, quand je me suis retrouvée toute seule avec mon Mmh. garçon, j'avais qu'une seule obsession, c'était, qu'il aille bien, qu'il souffre pas de la séparation, c'était une séparation un petit peu compliquée, on a mis du temps avec le papa avant de trouver un certain équilibre, de parents séparés et donc Ouais. je voulais pas que mon fils souffre de ça Mmh. et donc j'ai cherché un accompagnement psychologique pour lui et j'ai pas trouvé, en tout cas, il doit y en avoir, hein, mais moi j'ai pas trouvé dans les accompagnements dans les accompagnements classiques, pour moi quelque chose qui répondait aux besoins qu'on avait. C'était Ouais. soit trop stigmatisant,
soit, pas adapté à un enfant de 2 ans, tu vois? Enfin la Mmh. thérapie de la par la parole et cetera, c'était vraiment pas adapté. Parfois, hein, je me sentais un peu jugée aussi. Ouais, Hem, je me souviens enfin voilà, d'un rendez-vous avec une psy où en fait, bah, j'expliquais que mon fils qui avait 2 ans dormait avec moi et des fois il était un peu énervé et cetera elle m'avait dit: «Oui, mais vous vous rendez pas compte, dormir, avec votre fils, il a l'impression qu'il prend la place de son père, c'est il faut arrêter ça tout de suite». Alors que moi je enfin, tu vois, je trouvais ça, complètement, hors sujet en fait, ouais, pour moi, on a un petit garçon qui, voilà, qui change de maison, qui, n'a plus son papa avec lui à la maison, donc il fallait, tu vois? Enfin, il y a en plus, moi, je viens plutôt du de tu vois, de culture, méditerranéenne. Dormir avec son enfant, tu vois? Tout le monde peut dormir dans une même pièce. ouais, Ça pose pas de problème, tu vois? Et il y avait vraiment eu un regard, je m'étais pas sentie, en tout cas, j'avais pas trouvé ce dont j'avais besoin à ce moment-là. ouais, Voilà. Et la périnatalité, ça a été aussi, en écho à ma grossesse. ouais. Mmh. Parce que j'ai beaucoup culpabilisé et pendant la grossesse et après, de pas, comme j'étais focus sur ce qu'il fallait arranger, j'étais pas focus en fait sur, mon enfant qui allait venir au monde et profiter de ce moment-là et j'ai beaucoup culpabilisé et je sais que je suis pas la seule, tu vois, à avoir peut-être pour d'autres raisons, tu vois, ce sentiment-là et je me suis dit: «C'est quand même bien aussi, tu vois, que les femmes, voilà, puissent avoir aussi un autre, enfin voilà, une sorte de safe place, tu vois? Un endroit où tu sais que tu seras pas jugé et que, Bien sûr. parce qu'on vit pas toutes on n'a pas toute l'occasion de vivre la grossesse de la même manière, Mmh. en tout cas d'une manière, idéale, c'est pas toujours le cas. Donc c'est bien aussi, je pense, de pouvoir communiquer auprès de ces femmes-là et qu'elles puissent, déjà se détacher d'une certaine culpabilité, puisque la culpabilité enfin voilà, c'est pas quelque chose qui va être utile, pour Clairement. avancer. Et puis, de pouvoir être, accompagné vers un mieux-être, vers un renforcement plutôt que, quelque chose qui te pèse ou qui te pénalise. Alors peut-être Laïla, maintenant je pense il serait intéressant en tout cas de décrire en quoi consiste en fait cette, thérapie. Comment toi tu accompagnes, comment tu exerces? Comme je le disais, pour venir casser un petit peu cette vision étriquée qu'on a de l'hypnose telle qu'on peut l'apercevoir, je crois que c'est Mesmer qu'il s'appelle, ce charmant homme qui vient, Oui. donner une image en tout cas de l'hypnose qui, n'est pas celle, il faut le dire en tout cas que toi tu pratiques et aussi, venir, bah, rassurer et dire aussi tout l'intérêt, de cette thérapie pour nos enfants. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que tu as raison que, il y a l'hypnose de spectacle fait beaucoup plus parler que l'hypnose Mais oui. thérapeutique Mmh. et l'hypnose de spectacle, bah, c'est bien pour le spectacle, hein. C'est vrai que c'est assez, C'est ludique. impressionnant. C'est ludique, voilà. C'est ce qu'il faut savoir alors parce que c'est vrai que ça l'image que ça donne, c'est parce que le plus gros frein qu'ont les personnes dans notre société à faire de l'hypnose, c'est qu'ils ont peur de perdre le contrôle C'est et à ça, juste titre. Enfin bien voilà, sûr, personne n'a envie de se retrouver dans une pièce toute seule avec, quelqu'un bien qui sûr. pourrait prendre le contrôle, voilà de qui tu es, parce que ce qu'on voit, c'est assez, parfois assez, impressionnant, hein, Totalement. mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont, qui font, qui sont les participants du spectacle sont toutes consentantes à la base. Donc ça veut dire que personne ne fait quelque chose qu'il n'a pas finalement vraiment voulu. Hem, l'hypnose thérapeutique, ça n'a rien à voir, puisqu'on est plutôt dans quelque chose où on est, dans la collaboration avec la personne qui est hypnotisée. D'ailleurs le terme hypnotisé, tu vois, dans notre jargon, il pourrait presque faire un peu peur. Hem, C'est vrai. En fait, on est plus dans l'accompagnement et ce que je dis souvent moi alors pour le coup aux enfants, donc j'utilise cette image-là, je leur dis: «Voilà, ton esprit c'est un peu comme, ton imagination c'est un peu comme une télécommande et grâce à cette télécommande, en fait, tu vas réussir à zapper d'un comportement que tu aimes pas ou de quelque chose qui fait que tu te sens pas bien, sur quelque chose, dans lequel tu te sens mieux, dans lequel tu te sens, plus à l'aise».
à titre d'exemple, hein, je te dis ça. Mmh. Et moi, en tant que thérapeute, je suis simplement le mode d'emploi de ta télécommande. Donc, je vais te guider D'accord. pour apprendre à utiliser ta télécommande. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut voir l'hypnose. C'est-à-dire que le thérapeute, il est à côté, et en fait, il est là pour guider, en fonction de l'objectif, de la personne qui est venue te voir. Tu es là en tant que guide, en tant qu'accompagnant, pour lui permettre en fait d'accéder, à des ressources. Donc soit il a conscience d'avoir ces ressources-là, mais elles sont bloquées, il n'arrive pas à les activer, ou soit il a même pas conscience que ces ressources, elles sont en lui et donc lui permettre de les révéler. Mmh. Mais on n'est jamais dans un moment où on est en endormissement, par exemple, profond Oui, où on ne sait pas ce qui se passe, on est un peu comme quand on est, en voiture et qu'on regarde au travers de la fenêtre les paysages et on va dans nos pensées. oui, Je suis là, je suis dans la voiture et je suis en train de penser à mes dernières vacances qui étaient super géniales. Mais en même temps, si la personne qui conduit à côté de moi klaxonne, bah, je vais entendre le klaxon, je vais me retourner vers lui, je vais retrouver mes moyens. mmh, C'est un peu cet état-là, en fait, qu'on mmh. expérimente, dans l'état d'hypnose. Alors peut-être, savoir aussi quel est, le public qui est, ciblé, quand on veut suivre une thérapie? Est-ce que c'est tous les publics qui peuvent suivre, la thérapie par l'hypnose ou, il y en a qui sont en tout cas peut-être plus réceptifs ou, peut-être dans des cas où c'est déconseillé, je ne sais pas? Alors, normalement, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Après, par contre, tout le monde n'est pas hypnotisable, on va dire, de la même manière. Et ça, D'accord, c'est encore une fois le travail du thérapeute, d'identifier de quelle manière, en fait, la personne va rentrer en hypnose. Mais tout le monde est capable de rentrer dans un état d'hypnose parce que c'est un état, en fait, qu'on expérimente tout seul, naturellement. C'est pour ça que, par exemple, il faut faire assez attention quand on regarde la télé ou quand on est sur ces réseaux, en fait, quand on est dans un mode passif, comme ça, c'est pas pour rien qu'ils ont mis les pages de publicité au milieu du film, hein. C'est exactement. tu un peu comme dans un état d'hypnose, donc tu es ouvert, hein, ton inconscient, on va dire, est plus ouvert à toutes les suggestions qui peuvent se faire. L'hypnose, c'est vraiment de transmettre, suggérer des choses, en fait, à l'inconscient pour qu'il réussisse à faire un cheminement, intérieur vers un autre comportement, pour influencer un comportement. Il faut absolument venir à une séance avec une thématique précise ou est-ce que, peut-être, en tout cas, en ayant une première thématique, il va y en avoir d'autres derrière qui vont venir et s'ouvrir, un peu comme l'exemple de la cigarette que tu as donné tout à l'heure. On va aller fouiller un petit peu ce qui est à l'origine, en tout cas, de ce problème et peut-être ouvrir un petit peu comme une boîte de Pandore, plusieurs problématiques. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, c'est-à-dire si quelqu'un se sent pas bien, tu vois, et se dit: «Mais ouais, je sais pas, je suis angoissé, mais je sais pas, j'ai tout le temps cette angoisse-là qui est sur moi ou qui est à l'intérieur de moi et je sais pas d'où ça vient». Effectivement, hem, on va faire ce qu'on appelle de la régression et ça va nous permettre de remonter jusqu'à la cause, en fait, du mal-être. Donc on a des outils en hypnose qui permettent effectivement de de laisser le conscient qui bloque et d'aller discuter avec l'inconscient. Et c'est ça qui nous permet de remonter aux euh, aux sources de la problématique. Donc si quelqu'un effectivement vient et dit... D'ailleurs, je préfère moi travailler comme ça, à vrai dire, parce que parfois, tu as des personnes qui viennent et qui disent, non, mais moi, c'est à cause de ça que je vais pas bien. Mais parfois, tu peux régresser dans des souvenirs et se rendre compte qu'en fait, ça vient de beaucoup plus loin et ça peut même parfois venir de choses qui ont été vécues pendant la grossesse, hein. C'est-à-dire Oui, un moment où ils étaient dans le ventre de leur mère, où ils ont subi un stress intense, heu comme par exemple, enfin ça peut être aussi, tu vois, des cas de jumeaux perdus, tu vois? Heu exactement. Mmh, et ça, c'est très, très fort, hein, parce que les personnes, en fait, parfois découvrent, ça peut être des secrets de famille, ils savaient pas qu'ils étaient 2 dans le ventre c'est de leur ça. mère Mmh. et ils sont comme ça, ça je le vois je me pose toujours la question du jumeau perdu quand j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit: «Mais j'ai toujours été stressé». Tu vois, tu essaies Mmh. de remonter sur un souvenir et tu dis: «Non, mais j'ai toujours été comme ça». Même quand j'étais Mmh. petit, on me disait de moi que j'étais anxieux, que j'étais ci, que j'étais ça et en fait, quand tu remontes et tu investigues, tu tombes effectivement sur des j'ai quelqu'un comme ça, une jeune femme qui est revenue me voir et qui savait pas en fait,
parce que sa mère lui a pas dit, elle a peut-être pas vu pas senti l'utilité Ouais, de le dire, tu vois? Et qu'effectivement, elle s'est rendue compte que oui, elle était, avec sa sœur jumelle, dans le ventre de sa mère. La mère a perdu, sa jumelle et ouais, en fait, voilà, ça a créé quelque chose parce qu'il y a des choses qui effectivement qui sont imbriquées là-dedans bien sûr. au niveau émotionnel et c'est des grosses, grosses libérations effectivement donc non, tu n'es pas obligé de venir avec un sujet précis, tu peux, Ouais. mais tu peux aussi venir, Avec un état, en fait, un état, un ressenti et ensuite avec la justement avec les séances et la thérapie, on peut essayer de trouver, qu'est-ce qu'il en ressort. exactement, exactement. C'est pareil avec le transgénérationnel, Ouais, voilà, parfois on vient, on porte en nous des loyautés invisibles, des héritages, et c'est un travail qui est important, quand les gens n'arrivent pas à trouver d'où ça vient, quand tu as des schémas qui se répètent, voilà, il faut, voilà, même avec les enfants, moi aujourd'hui, j'investis toujours sur ces pistes-là parce que, voilà, un enfant qui est pas bien, qui a des terreurs nocturnes, enfin voilà, il se peut qu'il ait hérité de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est même plus, enfin, avant, quand on avait ce discours-là, c'était un peu attribué, tu vois, à tout ce qui était un peu ésotérique, etc. Aujourd'hui, oui, la science démontre, tu vois, que non, il y ouais, a un héritage génétique, un impact sur les gènes de ce que des ancêtres ont pu vivre émotionnellement, puisque quand tu ouais. ressens une émotion très forte de l'ordre d'un traumatisme, et ben, ça imprime tes gènes, et ça peut se transmettre effectivement. Donc je rentrerai pas dans le détail parce que c'est pas le sujet du podcast, Ouais. mais ça vaut le coup toujours d'investiguer effectivement ces pistes-là. Parce que Mmh. ouais, parfois il y a des gens qui portent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ouais, clairement, clairement, mais de toute façon, ça résonne parce que, en tout cas, à travers Mamel, à plusieurs reprises et à l'avenir aussi, on va aborder aussi cette thématique, mais sous différents, prismes, en tout cas et heureusement, que le regard s'ouvre aussi à ce sujet. Je ferme la parenthèse, Bien on sûr. pourra y revenir, mais pour le coup, en tout cas, sur l'essentiel aussi de notre échange et là où je trouvais aussi important dans toi, ta pratique, c'est que tu l'as axée en tout cas plus particulièrement sur, les enfants, les adolescents et j'aurais aimé aussi que tu puisses nous décrire en quoi les enfants sont peut-être un public, plus, réceptif. Est-ce que c'est de par, si je puis dire avec des guillemets, sans vraiment les mettre, leur pureté, qu'ils sont peut-être plus réceptifs à ce type d'accompagnement? Et aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire sur, des parents qui pourraient être sceptiques, d'emmener leur enfant, à une telle séance? Oui, alors les enfants sont effectivement, alors les ados en fait c'est, je travaille avec eux comme avec des adultes, hein, parce qu'ils ont cette maturité-là. Voilà, sachant que la manière dont je travaille, ça reste quand même on n'est pas juste sur de l'hypnose où, ça va être un peu comme de la méditation guidée, mais moi j'aime bien les impliquer, dans leur imagination et les enfants, donc du coup je fais le lien avec les enfants, sont naturellement connectés à leur imagination. Ils sont naturellement c'est très facile de les embarquer dans un monde imaginaire et du coup, en fait, de leur faire vivre, au titre de l'imagination, comme un jeu de rôle, en fait, hein, c'est comme quand ils jouent Ouais, avec leurs copains, de leur faire vivre, en fait, une histoire, une aventure dans laquelle ils résoudraient un problème et ce problème, moi j'utilise des métaphores, il se trouve que c'est la problématique pour lesquelles les parents consultent. Cette métaphore, c'est une histoire et puis, ils rentrent facilement, en fait, dans le jeu. ouais, Alors bien évidemment, il y a des enfants qui vont peut-être pas rentrer dans le jeu, mais en général, quand ils rentrent pas dans le jeu, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui bloque au niveau de l'inconscient. Moi, oui. je me souviens d'un petit garçon de 5 ans que j'avais, c'était donc ses parents consultaient pour du mutisme sélectif. Donc ça Mmh. veut dire qu'il parlait que dans certaines situations, mais dans les autres situations, il voulait pas parler. Donc la maman soupçonnait un traumatisme qu'il aurait pu avoir avec la nounou qu'il gardait et donc on a travaillé dessus. Le petit a fait des progrès, mais je me souviens d'une séance où l'objectif de la séance, c'était d'aller parler avec la partie de lui qui l'empêche de parler, dans certains moments. Et et en fait, la partie, à un moment donné, a clairement exprimé le fait que c'était pas le moment. Elle se sentait pas prête pour parler. Donc, tu vois, Mmh. on réussit en fait à entrer en contact avec, on dit tous hein, qu'on a
différentes parts de nous, hein. J'ai mon côté gourmand, j'ai mon côté ci, j'ai une part de moi qui est plutôt comme ça. Tu vois, on utilise tous ce vocabulaire-là et à juste titre, parce qu'effectivement, on a des parties de nous qui, un jour, ont déclenché un comportement, ont déclenché une réaction de manière à nous protéger. Si je me retrouve dans une situation où, quand je fais ça, bah, pour un petit enfant par exemple, je me suis fait disputer assez violemment, bah, dans ce cas-là, peut-être que je vais arrêter de faire ça parce que c'est un mode de protection qui va se mettre en place. Donc les enfants, en fait, c'est effectivement plus facile parce qu'on va rentrer dans un jeu, on va tout de suite rentrer dans l'imaginaire. Et en fait, le thérapeute va guider au travers de certaines métaphores. Donc pour l'enfant, on n'est pas en train de pointer son problème. C'est ça qui est important aussi, je pense, dans ces thérapies-là, ces accompagnements-là, c'est qu'on n'est pas en train de lui dire, tu as un problème, pourquoi tu parles pas, qu'est-ce qui s'est passé. C'est Tu vois, ça. on passe Ouais. en fait par un autre biais où en fait, il y a moi j'ai dans mon cabinet, j'adore quand je vais au travail parce que j'ai un sac avec plein de nounours, plein de jouets, avec Ouais. des scotch multicolores, enfin, on fait plein de trucs super sympas. Mmh. Et donc, en fait, l'enfant va prendre comme ça des personnages, on va créer une histoire, mais Mmh. cette histoire-là, elle représente en fait les parties de lui, et on va faire parler ces parties de lui, on va aller chercher des ressources qu'il a en lui, Mmh. etc. Donc, il résout en fait, c'est comme si tu lui donnais en fait ce qu'il faut pour qu'il résout lui-même le problème sans s'en rendre compte. Mmh. Et on peut le faire aussi avec des adultes, hein, d'ailleurs, hein. Tous les adultes qui sont un peu réticents, tu sais, qui croient jamais que ça va marcher, etc. Tu passes comme ça un peu par des biais détournés, et ça fonctionne aussi très très bien. Donc, ce que je dirais aux parents en fait qui auraient un peu peur, c'est d'essayer quand même parce que ça ne stigmatise pas l'enfant. Alors moi, je laisse toujours les parents avec moi pendant la séance, hein. Je Ouais. pense que c'est aussi important que les parents assistent à la séance, sauf dans les cas où, par exemple, pour les ados, parfois ils préfèrent pas que les parents soient là parce qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas envie de dire devant les Voilà, parents. c'est ce que j'allais dire, ouais. S'il y a une Mais thématique ou une problématique avec le parent, le ou les. Exactement. Mais Mmh. pour les enfants, moi, je pense que c'est bien, et ça Ouais. m'est même déjà arrivé, en fait, d'inclure le parent dans le jeu, j'allais dire, Ouais. parce que voilà, déjà, ça rassure l'enfant, Mmh. et ça rassure aussi les parents de savoir Ouais. que. Alors, j'explique toujours, je prends beaucoup de temps, surtout pendant la première séance, pour expliquer comment je travaille, parce qu'en fait, je pense que les parents peuvent se poser parfois des questions, Ouais. parce que voilà, on est vraiment, enfin moi, je pars dans l'imaginaire avec les enfants, et voilà, on est dans un autre monde, mais c'est comme ça qu'on les embarque, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière ou pas? Ou c'est vraiment adaptable, suivant chaque, thématique qui est abordée? Ou en tout cas, il y a un minimum, en tout cas, de consultation, je sais pas, par exemple 3 séances pour vraiment que la problématique ait bien été, enlevée? Alors en général, il y a pas de nombre de séances, hein. Ouais, Après, il y en a forcément un minimum, puisque pendant moi, je reçois toujours les parents d'enfants, en tout cas, tout seuls pendant la première séance. Comme ça, ils peuvent s'exprimer, et dire ce qu'ils ont à dire, parce que parfois, tu as des parents qui ont, vécu des choses pendant la grossesse, avant ouais, la grossesse, tu vois, dans des situations, des climats peut-être parfois un peu compliqués. C'est bien qu'ils puissent me le dire sans, l'histoire, c'est pas, enfin, il s'agit pas de le cacher à l'enfant, tu vois? Il s'agit que le parent puisse s'exprimer, librement, et que moi, en tant que thérapeute, je puisse avoir les informations aussi, nécessaires pour pouvoir travailler. Donc il y a forcément déjà cette première séance-là qui permet de poser la problématique et le contexte. Et ensuite, il y a la deuxième séance où là, je vais travailler avec l'enfant, et peut-être une troisième séance pour débriefer, pour voir est-ce que la problématique est résolue? Oui, non. Si elle n'est pas résolue, bah, dans ce cas-là, on fait une deuxième séance. Et en général, on avance, ce que je propose toujours aux parents, c'est d'avancer comme ça, c'est-à-dire, voilà, on est dans le cadre des thérapies brèves, donc il se peut très bien qu'en une séance, on ait mis le doigt sur la cause du problème, qu'on ait résolu le problème, et c'est très bien. Il se peut qu'il faille plus de séances quand c'est trop flou, tu vois, quand on n'arrive pas à remonter sur la problématique, bah, on tâtonne un petit peu, on prend un petit peu de temps pour tâtonner, et c'est normal que ça prenne plus de temps. Voilà.
C'est un peu du C'est du cas par on cas un petit avance, peu. ouais, Ouais, on avance et on analyse et on décide et toujours en collaboration avec les parents. bien sûr. Savoir dire aussi quand, finalement c'est pas adapté, tu vois? Peut-être que, voilà, peut-être que là, pour cet enfant-là, c'est pas adapté parce qu'il rentre pas dans le jeu, parce qu'il y croit pas, parce qu'il en a pas envie. Et dans ce cas-là, peut-être aussi réorienter vers un autre thérapeute. Il faut Mmh. savoir, je pense aussi le faire, c'est important. Alors aussi pour continuer, tu disais que tu agissais aussi, tu intervenais en tout cas, sur la période de la périnatalité. Tu l'as dit aussi au regard de ta propre grossesse, ça a pu semer aussi des graines sur, l'utilité de cet accompagnement. Mais je pense aussi, est-ce que tu accompagnes aussi sur d'éventuelles naissances qui ont pu être, traumatiques et qui peuvent alors avoir bien évidemment un impact sur, la mère, mais aussi sur l'enfant? Est-ce que tu accompagnes aussi justement cette naissance de mère? Oui. Oui, j'ai eu souvent le cas au cabinet, différents cas de figure, mais effectivement, des mamans, en fait, qui ont vécu des accouchements, traumatiques, oui. Oui, je pense qu'on peut parler de traumatisme parce que, elles ont pas été écoutées, Ouais, elles se sont senties, malmenées dans la salle d'accouchement et cetera et donc, elles ont vécu ça très mal ou parce qu'elles ont eu des difficultés, liées à l'accouchement, tu vois, aussi. ouais, Et donc qui ont eu du mal ensuite à retomber enceintes, hein oui, et donc qui ont une sorte de blocage. ouais, Physiquement, tout va bien. Tu vois, ils ont fait, et de toute façon, c'est toujours la première question que je pose, c'est: «Que dit votre médecin? Est-ce que vous avez été suivi? Est-ce que vous avez fait des examens?» Et quand finalement la conclusion, c'est un blocage, psychologique, effectivement, on peut travailler en hypnose pour, bon, après ça se travaille très très simplement, j'allais dire, ça dépend les cas, bien sûr, mais mmh. s'il y a eu traumatisme, on travaille sur le traumatisme. Ça peut effectivement aider, à à à libérer quelque chose qui restait un peu emprisonné. Est-ce que, on peut venir justement consulter à n'importe quelle étape de cette grossesse? Oui, non, à n'importe quelle étape de cette grossesse, bien sûr. Si on sent qu'on a moi, je pense il faut vraiment pendant la grossesse être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses sensations, de ce qu'on ressent et si on ressent le besoin, il faut consulter, il faut téléphoner, ou voilà. Enfin moi, je suis toujours hyper disponible, que ce soit avant les séances ou, après les séances, pour échanger, avec les parents, avec les mamans, avec les femmes, par téléphone. C'est important, voilà, si vous avez des questions, il faut les poser. Il faut pas attendre. Non, non, il faut pas attendre. Au contraire, il faut vraiment essayer le plus possible d'évacuer ce qui pourrait, inquiéter pour pouvoir profiter, de ce moment-là. Je pense que justement avec la grossesse que j'ai eue, j'ai vraiment à cœur, voilà, des personnes que je reçois, tu vois, qu'elles puissent profiter de leur grossesse, profiter de ce moment-là, les rassurer, les connecter quand elles se sentent pas connectées, parce que ça peut arriver aussi parfois, ou les rassurer sur le fait que de toute façon ça viendra. Ouais. Euh, je travaille aussi pas mal hein, avec les femmes en périnatalité sur, tu vois, c'est pas naturel pour tout le monde, tu vois, de se sentir mère tout de suite quand on est Exactement. enceinte. Oui, Des fois, tu sens pas forcément ce lien que tu as imaginé ou qu'on t'a fait imaginer oui, et les personnes, encore une fois, culpabilisent beaucoup là-dessus. Il faut vraiment, voilà, moi j'essaie de faire en sorte qu'elles déposent leur bagage de culpabilité, dans mon cabinet et qu'elles repartent avec une nouvelle valise, pleine d'espoir, pleine de mmh, positivité parce que, tu pas besoin de ça quand tu pas besoin de ça dans ta vie tout court, de toute façon de tout le temps. bien Tu sûr, pas besoin de ouais. ça non plus quand tu enceinte et parfois la société, tu vois? Et tu peux pas te confier à tout le monde parce que notre société, elle est encore pas elle juge beaucoup encore. On est encore Très très vite. dans le jugement effectivement et puis aussi dans la Ouais, culpabilité, si on est du point de vue aussi de la mère, de la mère naissante aussi et donc qui a aussi peut-être plus de mal à se livrer, de par cette grande culpabilité aussi, de se comparer, de ne pas être suffisamment avec tout ce que l'on peut voir aussi sur les réseaux. Je pense que c'est de plus en plus difficile aussi, d'incarner ce rôle quand c'est pas inné, en tout cas, à la naissance d'un enfant. ouais, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça.
C'est Est-ce que exactement toi, Laïla, tu as une histoire en tout cas, qui t'a particulièrement marquée? On gardera bien sûr l'anonymat de cette famille, mais est-ce qu'il y a, vraiment, dans le cadre d'une séance, une histoire qui t'a marquée et qui peut être en tout cas aussi, très, évocatrice, que tu souhaiterais nous partager? Alors, bien évidemment, toutes les histoires, elles m'ont marquée, Ouais, peut-être que il y en a une récemment, ouais, qui m'a beaucoup touchée en tant que thérapeute. Une un enfant extraordinaire, je vais essayer de rester le plus neutre possible dans mes propos. Mais effectivement, un enfant assez extraordinaire qui du jour au lendemain, s'est retrouvé avec, des troubles de l'oralité, c'est-à-dire que, il ne mangeait plus que liquide. Il ne voulait plus manger, d'aliments solides. Il avait eu, je sais pas, un souci au niveau de sa gorge et ça lui faisait mal. Il avait peur de s'étouffer aussi en mangeant. ouais, Et donc j'avais reçu, ses parents enfin un de ses parents, très très touché par ça et en plus de ça, alors elle venait chez moi, hem, en dernier recours, comme souvent ouais. j'ai envie de dire, Oui, ouais. comme souvent et vraiment, elle m'avait beaucoup touchée parce que, et c'est pas de la faute du corps médical. Enfin voilà, il y a des bons et des mauvais praticiens partout, hein. Mais c'est vrai que cette maman avait été jugée très durement, avec, quelqu'un qui lui avait dit, «Oui, mais votre enfant fait de l'anorexie mentale», et il lui avait sous-entendu que c'était de sa faute à elle, tu vois? Mmh. Et tu vois, quand tu es en consultation, tu peux pas montrer que ça te révolte, ce genre de propos. Donc tu dois tenir le cadre, tenir ta position de thérapeute. Mais c'est vrai que ça m'avait touchée pour elle et la situation de l'enfant aussi m'avait touchée parce que du coup, c'est un enfant qui perdait, du poids à vue d'œil, hein, et du coup, il y avait un danger aussi pour sa santé. Et donc, on a fait, 2 séances, mais c'était un enfant extraordinaire, hein. Tout de suite qui rentrait, qui avait son monde magique en fait, déjà avec lui, un monde imaginaire assez extraordinaire et finalement moi je n'ai fait que rentrer, tu vois, dans son monde magique, hein, et l'emmener dans d'autres aventures, hein. Et donc dans ce monde magique, on s'est rendu compte, donc la partie qui l'empêchait de manger, qui faisait qu'il avait peur de manger, solide, on en a fait Mmh. un personnage finalement qui était pas méchant, qui était gentil, mais qui avait mis en place ce système-là pour le protéger. Ouais, Et donc on est parti, négocier avec cette partie-là de lui. Et donc première séance, donc il rentre à la maison et donc, la partie était OK pour négocier, pour le laisser manger, telle et telle chose. Et donc ça avait bien fonctionné, mais c'était encore un petit peu compliqué. Et la deuxième fois, on a retravaillé un peu dans ce sens-là, c'est pareil. Alors c'est assez, c'est vrai que si tu rentres dans mon cabinet à ce moment-là, tu te dis que tu es dans une maison de fous, hein, parce qu'on est là, je vois ce que tu veux on dire. fait un dessin, donc on dessine la partie et puis on l'a découpée et puis on l'a pris et puis on l'a mis dans un vaisseau spatial et Ouais. on est parti avec elle, on est revenu, elle est revenue avec sa sœur, Ah! tu vois? Elle est revenue avec sa sœur et en fait sa sœur, elle va l'aider et voilà. Et Ah! donc on est parti comme ça dans ce jeu-là. Alors ça paraît loufoque, mais en fait moi je sais où je vais Bien en tant que sûr. thérapeute, je sais où est-ce que Tu je guide. décryptes, ouais, Exactement, et je sais sur quoi je voudrais qu'on tombe et quand on tombe dessus, voilà, je rebondis dessus. Mais toujours ouais, dans un langage d'enfant dans lequel on est en train de jouer. Et donc voilà, donc ils repartent comme ça de la séance. On doit se voir normalement, quelques séances plus tard et je la croise, je les croise en centre-ville et donc je la regarde comme ça, je fais signe de la main: «Coucou» et là en fait, la maman me rattrape. Vraiment, tu vois, comme si elle avait pas vu quelqu'un qu'elle connaissait depuis super longtemps et l'enfant, court vers moi et me prend dans ses bras. Alors on dépasse le cadre, hein, tu vois, largement. ouais, Mais en fait, il y avait, je pense, une émotion qui était très, très forte, un soulagement ouais. et elle me regarde comme ça et elle regarde son enfant et elle dit: «Mais vas-y, dis-lui». Et en fait, il commence à me raconter, à m'expliquer, il a mangé ci, il a mangé ça se passe comme ci, ça se passe comme ça et enfin, c'était plus le même visage que j'avais reçu en cabinet,
quelques semaines auparavant et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Donc, je sais Mmh. qu'en tant que thérapeute, il faut garder un cadre, il faut toujours garder une certaine distance, mais quand tu travailles avec des petits, C'est c'est toujours beau. difficile, hein, Ouais, parce oui. que Mmh. voilà, ça te touche en tant que mère, ça te touche en tant qu'être Bah, oui. humain et de voir ce soulagement-là, de voir qu'effectivement, finalement, on avait réussi à débloquer quelque chose et et pourquoi ça m'a touchée aussi, c'est parce que quand elle m'a dit qu'il s'agissait de troubles de l'oralité, mon premier réflexe avait été plutôt de chercher des pistes pour la réorienter, tu vois? Oui. Vers des spécialistes du trouble de l'oralité. Il y en a un Ouais. très, très bien mais elle était tellement émotionnellement désemparée, elle Ouais. avait tellement, tu vois, elle avait tenté plusieurs choses, ça n'avait rien donné. Ouais. Et je me suis dit: «Bon», j'étais très transparente avec elle, je lui ai dit: «Voilà, il faudrait voir telle et telle piste, dans les spécialistes du trouble de l'oralité. Moi, je veux bien qu'on essaye, mais voilà sur quoi on va travailler, quoi. Sur un blocage psychologique, Oui. s'il y a un blocage effectivement ou une phobie Mmh. qui, est née de la première expérience, négative». Et Mmh. effectivement, on a bien fait finalement de tenter quand même l'expérience puisque ça a contribué en tout cas à apporter, à être en voie de résolution. Donc, C'est beau et c'est voilà. fort effectivement et Mmh. j'imagine, oui, que chaque séance doit être, en tout cas, belle et douce aussi quand elle se termine de cette façon et je te remercie en tout cas de nous l'avoir partagé. Peut-être Laïla aussi, pour terminer encore 2 questions, notre échange, est-ce que dans la majorité des thérapies, en tout cas, qui ont attrait aux adultes, est-ce que tu te rends compte que souvent, il y a des problématiques qui sont liées à leur enfant intérieur? Ah bah oui, 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 toujours, enfin toujours. Oui, Oui, mais en fait, j'ai fait exprès. Je voulais poser la question en disant: «Est-ce que systématiquement tu te rends compte que c'est l'enfant intérieur qui est touché, blessé?» voilà, mais après je me suis dit peut-être qu'effectivement il y a peut-être des épisodes, en tout cas dans la vie, d'adultes ou en tout cas plus lointaines que ça qui sont oui. indéniablement, déconnectés de l'enfant intérieur, mais majoritairement peut-être que c'est ton constat? Alors c'est la majorité, mais effectivement, c'est pas que ça. Donc oui, dans beaucoup de parce qu'en fait l'enfant oui, dans beaucoup de cas. Mais après pas que, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, il y a aussi, beaucoup de choses, en fait, beaucoup de liens avec le transgénérationnel et Oui, ça, je le vois de plus en plus et pas forcément juste avec les ancêtres, mais aussi avec, parfois un système. oui, Tu peux avoir aussi oui, des populations, des peuples, des tribus même, j'ai envie de dire, tu vois, ouais, qui ont pu vivre des choses, oui, des générations de peuples, qui ont vécu des choses et ça reste effectivement ancré, parce que ça imprime quand tu as une souffrance qui est collective, ouais. elle imprime, tout le système. Donc Oui, la oui, c'est thérapie clairement le cas. On systémique avait pu en discuter aussi, je crois sur un film que j'avais, évoqué sur l'esclavage, sur la colonisation, sur tout ça. Ce sont aussi des sujets très forts et dont le transgénérationnel est aussi, la source pour mieux comprendre les traumas qu'il y a aussi, aujourd'hui dans ces familles. exactement et dans nos sociétés aussi, hein. Dans nos Ouais, totalement. sociétés et tu vois les bien sûr, il y a des passés de part et d'autre en fait, tu parles de colonisation, que ce soit les colonisés ou les colons, Bien portent sûr. des choses en eux, Mmh. qui sont lourdes et qui il y a toujours une espèce alors j'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois, une tête de résidu comme ça, comme un écho, C'est tu sais, ça, la c'est fin une la empreinte. fin de l'écho. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, il y a aussi le deuil, les deuils, pas forcément de ceux que tu as vécu quand tu étais enfant, mais le deuil, c'est quelque chose de très, très fort, ouais, et même quand tu as l'impression, d'avoir fait ton deuil, de croire que la souffrance que tu ressens est normale, en fait, c'est qu'il y a toujours un truc à l'intérieur, une sorte de dossier non classé. Moi, j'appelle ça ouais. des dossiers non classés et c'est important, voilà, les deuils ressortent aussi beaucoup. Et c'est pas forcément le deuil d'une personne, tu sais? Ça peut être le deuil d'un rêve, le deuil d'un Ouais, couple. d'une carrière, de plein de choses. Exactement, Ouais, exactement. ouais, ouais, Heu, on est surpris parfois de ce sur quoi on tombe en cabinet. Les gens viennent pour une problématique et en fait, tu sais la boussole, c'est elle qui décide et d'un seul coup, ouais. l'aiguille se met dans l'autre sens Mmh. mais il faut toujours suivre l'aiguille. Ça, c'est la meilleure leçon que j'ai appris en tant que praticienne. Et puis, bien évidemment, les traumatismes
tu peux avoir eu en tant qu'adulte, hein, enfin voilà, il y a des sujets, enfin voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bien évidemment, les attentats, mais ça peut être les attentats, ceux qui les ont vécus de près, Oui, ceux qui les ont vécus, d'un peu moins près, mais mmh, même ceux qui les ont vus, en fait, tu sais, à la télé, en fait, c'est ça. ça t'imprime aussi, en fait, et ça peut créer en toi, parce que tu vis les choses un peu comme quand tu regardes la télé, en fait, tu es un peu dans un état d'hypnose, tu es un peu dans un état de perméabilité. En fait, les émotions que ça génère peuvent être aussi traumatisantes. Donc oui, 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 il y a pas. L'enfant intérieur, c'est bien évidemment, allez, peut-être 60%, mais il y a d'autres choses aussi. Ouais. Mais aussi peut-être, juste pour revenir sur cet enfant intérieur, c'est vrai que déjà on entend peu parler et puis on se rend compte effectivement que, quand on est face à lui, à cet enfant intérieur, que l'on oublie et qui est oublié aussi de notre évolution dans notre société, c'est un réel lâcher prise finalement que l'on perçoit et comment toi, en tout cas, tu visualises ce rapport à l'enfant intérieur quand tu en parles aux adultes qui sont face à toi? J'imagine que pour la plupart, c'est aussi une notion qui est, complètement désuète et qui n'a peut-être pas forcément de sens puisqu'on en entend tellement peu parler? Alors, je l'appelle pas forcément comme ça. En fait, Ouais, moi, enfin, ouais, en fait, l'enfant intérieur, ça peut être pour moi, j'essaie souvent de me rattacher à la notion de partie. ouais, Et d'expliquer que voilà, on a des parts en nous qui continuent de vivre, qui se sont créées à un moment donné, qui continuent de vivre à l'intérieur de nous. Et que cette partie, en fait, elle a toujours une intention positive envers nous, mais peut-être que c'est le moyen qu'elle utilise pour satisfaire cette intention positive qui n'est pas bon. Et c'est un discours que l'adulte, effectivement, est parfois un peu plus apte à comprendre. Et donc on remonte comme ça jusqu'à cette partie de lui qui s'est créée. Bien évidemment, elle s'est souvent créée au moment de l'enfance, hein. C'est là où on va rattacher la notion d'enfant intérieur, hein. oui. Hem et c'est un peu cette négociation qu'on fait avec cet enfant intérieur pour lui dire: «Voilà ce que tu as vécu à ce moment-là, aujourd'hui on n'est pas obligé de continuer de fonctionner de la même façon. On peut se protéger d'une autre façon». Tu vois? Quelqu'un par exemple Mmh. qui aurait été, heu je sais pas moi, interrogé par un professeur en classe, ça s'est mal passé, toute la classe a rigolé, du coup cette Ouais. personne n'ose plus prendre la parole en public ou est tout de suite gênée, mal à l'aise. Tu vois, on peut aller négocier avec cet enfant intérieur, lui expliquer que ça va mieux aujourd'hui, que ça va bien et que, tu vois, et que ça va continuer de bien se passer et pour qu'en fait, elle accepte de changer en fait, le Mmh. comportement. Mais oui, ça peut être ça, ça peut être aussi des enfants qui se sont entendus dire, «Tu nul», C'est ça, bah oui. voire voire pire parfois, hein, voilà, Mmh. là je prends des sujets, mais oui, parfois il y a des choses qui sont des enfants qui ont été, vraiment vraiment blessés, tu vois? Mmh. Et ça bah, c'est des choses, on prend plus de temps par contre, quand c'est des cas J'imagine. un Ouais. peu plus lourds, c'est pas des ouais, je prends le temps de le dire aussi parce qu'effectivement les thérapies brèves, excuse-moi, peuvent accompagner ces types de traumatismes-là. Mais Mmh. par contre, c'est pas, ça reste pas, c'est pas des thérapies magiques. Ça reste des thérapies. Et quand il y a quelque chose de très fort ou un comportement qui est ancré depuis plusieurs années, il faut aussi accepter le temps de la guérison. En fait, accepter le temps de la guérison, accepter la guérison en elle-même, ça fait partie du processus pour guérir. Mmh. C'est important effectivement que tu le dises aussi, parce que des fois on a envie d'aller, peut-être trop rapidement aussi dans ce processus-là et quelques années après on se rend compte que voilà, on aurait dû prendre aussi un peu plus de temps pour, se laisser le temps justement pour guérir comme il faut. Oui. Hem, peut-être en tout cas Laïla pour terminer notre échange, déjà est-ce que tu as pu dire l'essence de ce que tu, souhaitais? Et si c'est le cas, je te laisserai en tout cas le mot de la fin sur, ce dernier message que tu souhaiterais faire passer, aux mamans, aux femmes, aux hommes qui nous écoutent. Bah, je te remercie. Oui, bah, j'espère qu'en tout cas que mon message sera reçu, en tout cas comme je l'ai imaginé. Pour moi, le fait d'être sur les réseaux, le fait, voilà, d'essayer de communiquer, c'est que sur ces thérapies-là, sur l'hypnose, sur ces sujets-là, j'ai vraiment envie de les faire connaître, hein, parce que, je pense ce sont des approches qui sont douces,
Mmh. qui font pas de mal, au sens propre, hein. Ouais, Et c'est parfois on n'est pas obligé de se faire mal, pour guérir. Voilà, on n'est pas mmh, obligé de se faire mal pour aller mieux. On peut aussi choisir des approches plus douces et pour moi, c'est vrai que je tiens vraiment à c'est quelque chose qui me tient à cœur de les faire connaître et de les dépoussiérer un peu de tout leur, de tous les a priori, qu'il peut y avoir sur leur sujet parce que, c'est souvent, ça peut être parfois, voilà, lié à comme c'est pas des pratiques qui sont encore aujourd'hui, réglementées dans un cadre, tu vois, tamponné, j'ai envie de dire, ça peut parfois, voilà, certains prennent des sujets, les tournent d'une certaine façon qui peut prêter à confusion sur ouais, ce qu'elles sont vraiment et ce qu'elles sont supposées apporter. ouais, Donc voilà, donc moi c'est un peu voilà, ça me passionne tellement, ça ouais. m'a tellement touchée personnellement, ça me touche tous les jours dans ma pratique, que voilà, voilà, c'est pas une mission que je me suis donnée, ce serait un peu, trop fort comme, tu vois, comme Mmh. étiquette, mais en tout cas, ouais, c'est un peu, j'ai vraiment envie de faire connaître ces thérapies-là et les dépoussiérer de tous les a priori C'est qu'elles peuvent ça. avoir. Ouais. C'est ça et c'est ce que tu transmets aussi parfaitement bien sur ton compte et c'est ce qui m'a happée aussi et c'est ce qui m'a poussée aussi à te dire oui pour cet échange et en tout cas, je te remercie vraiment Laïla pour ça, pour ce temps que tu as pris pour, nous partager aussi, tu dis que ce n'est pas ta mission, mais je pense que tu es vraiment animée par ça, qui plus est, en plus, c'est on l'a bien compris aussi, ton propre parcours qui t'a permis de cheminer, vers, ces thérapies brèves et qu'est l'hypnose aussi et vraiment merci en tout cas pour ça et pour tout ce que tu fais pour nos enfants et d'avoir, permis de mettre, un nouvel outil sur cette palette aussi, que j'ai à cœur de proposer, aux mères, aux femmes qui nous écoutent. Donc, merci, vraiment pour tout et je Merci n'oublierai à pas en toi. tout cas de renseigner ton compte, en descriptif en tout cas de cet épisode pour, celles qui sont, intéressées et qui souhaitent en savoir un petit peu, davantage. Je n'ai pas mentionné, je crois Laïla, où est-ce que tu exerçais? Alors, j'exerce à Paris et à Beauvais aussi. Voilà, j'ai Voilà, d'accord. deux sites. Voilà, c'est vrai que j'avais oublié de te demander cette précision. Non, pas de souci. Encore merci Laïla, je te souhaite une belle continuation et merci encore pour ta confiance. Merci à toi, merci Marion. C'était un À plaisir, hein. bientôt. À bientôt. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.